Parlement tunisien n'a pas accordé sa confiance au gouvernement proposé par le parti d'inspiration islamiste Ennahda. Il relance ainsi les négociations laborieuses pour trouver un cabinet 3 mois après les élections. Un millier de Maliens ont manifesté vendredi à Bamako pour réclamer le départ des troupes étrangères, en particulier de la force française Barkhane. Ceci à 3 jours d'un sommet prévu à Pau en France. 41 personnes ont été tuées par des pluies torrentielles qui se sont abattues sur une grande partie de l'Angola en moins de 24 heures. C'est ce qu'ont indiqué ce jeudi les autorités de ce pays. Bonjour à chacun et merci pour le rendez-vous pris de cette édition présentée sur SICA. Le Parlement tunisien n'a pas accordé sa confiance au gouvernement proposé par le parti d'inspiration islamiste Ennahda. Il relance ainsi les négociations laborieuses pour trouver un cabinet 3 mois après les élections. Au terme d'une longue journée de débats et de négociations jusqu'à la dernière minute dans les couloirs du Parlement, seuls 77 députés sur 219 ont approuvé le gouvernement, très loin de la majorité de 109 requises. Non, ce n'est pas une déception, c'est une réussite de la démocratie tunisienne. Voilà un gouvernement qui se présente à l'ARP, il ne sera pas honoré, c'est normal. Le pays a ses propriétaires, avec ses hommes et ses femmes. Il n'y a pas de situation de vide et demain, nous les Tunisiens allons constituer un nouveau gouvernement. Selon la Constitution, le président Kaïs Saïed a un délai de 10 jours pour engager des consultations afin de trouver la personnalité jugée la plus apte de former un gouvernement dans un délai maximum d'1 mois. Il est arrivé au Parlement sans avoir une majorité. Donc quand on arrive sans avoir une majorité, vous savez ce qui arrive. On a perdu 2 mois. C'est un monsieur que Ennahda a pointé, qu'elle a soutenu. Cependant, il n'a pas réussi à réunir une majorité autour de sa personne, son gouvernement. La Tunisie, avec une conjoncture interne compliquée, avec le bruit de bottes au-delà des frontières est. Donc on ne peut pas s'offrir le luxe de dilapider des semaines pour un oui ou pour un non. Peu après le vote, des députés assurant représenter plusieurs blocs importants ont annoncé avoir constitué un front qu'ils présenteraient au président dans l'espoir que ce dernier leur confie la tâche de constituer le prochain exécutif. Si le candidat choisi par Saïed échouait à son tour à former un gouvernement, l'heure serait alors à la dissolution de l'Assemblée, au risque de retarder encore les mesures nécessaires pour juguler l'inflation et le chômage pesant sur les ménages tunisiens. Appel au cessez-le-feu en Libye, le maréchal Khalifa Haftar rejette la demande d'Ankara et Moscou. L'homme fort de l'Est libyen annonce ainsi la poursuite de ses opérations militaires contre les forces loyales au gouvernement d'union nationale. Le maréchal Khalifa Haftar, dans un communiqué lu par son porte-parole Ahmad al-Mesmari, a estimé que la stabilité ou la relance du processus politique en Libye ne pouvait être réalisée avant l'éradication des groupes terroristes et la dissolution et le désarmement des milices qui contrôlent, selon lui, la capitale libyenne. L'homme qui contrôle l'est de la Libye est soutenu par l'Égypte et les Émirats arabes unis et mène depuis début avril une offensive pour s'emparer de la capitale Tripoli, siège du gouvernement d'union nationale. Ce dernier a de son côté salué mercredi l'appel à la trêve sans toutefois indiquer s'il allait s'y conformer. Les efforts des forces armées se poursuivront pendant la guerre contre les groupes définis par le Conseil de sécurité des Nations Unies comme étant des terroristes. Atteindre la stabilité et la sécurité, répondre aux exigences de la transformation diplomatique, relancer le processus politique et convenir d'un cadre national pour une répartition équitable des richesses libyennes sans exclure ni marginaliser. C'est désormais impératif. Et cela nous amène à dire que la dissolution des milices et le désarmement est devenu une demande nationale, voire internationale.
Les présidents turcs Recep Tayyip Erdogan et le russe Vladimir Poutine ont en effet appelé à Istanbul à un cessez-le-feu en Libye où leurs intérêts divergent pourtant. La Russie est accusée de soutenir le maréchal Haftar en lui envoyant notamment des centaines de mercenaires, tandis que la Turquie a annoncé l'envoi de troupes en Libye en soutien au gouvernement d'union nationale. Un millier de Maliens ont manifesté ce vendredi à Bamako pour réclamer le départ des troupes étrangères, en particulier de la force française Barkhane, à 3 jours d'un sommet en France destiné à clarifier les rôles dans la lutte contre le djihadisme au Sahel. Au nombre de 900 selon la police et de plusieurs milliers selon les organisateurs, les manifestants se sont rassemblés sur la place de l'Indépendance dans le centre de la capitale à l'appel d'organisations de la société civile et de partis politiques. Le but de cette manifestation, on veut vraiment chasser la France de notre territoire parce qu'on a vu que la politique démagogue de la France, ça ne nous plaît pas. Donc on veut un soutien fort et concret. Donc, même l'aménagement, leur mandat et leur droit, on veut que ça soit remplacé par le mandat de G5 Sahel. Sinon, je répète, je le dis, c'est pas pour nier faire, les Français ou bien pour faire dégager les Français. Non, la politique française, c'est ça qu'on ne veut pas ici, dans notre pays ici. Trop, c'est trop. On a fait le bilan. Pendant 7 ans, on a trouvé que le bilan n'est pas bon. On a eu plus de morts. Donc on demande que le changement de système dans tout ce dans la vie, si le système n'est pas bon, il faut changer. Malgré la présence de forces françaises avec 4500 soldats de Barkhane, de l'ONU à travers la MINUSMA, 13 000 hommes de la force conjointe du G5 Sahel et de forces américaines, les pays sahéliens subissent des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières depuis les premières violences dans le nord du Mali en 2012. La France a convié les présidents des 5 États sahéliens, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad à un sommet le 13 janvier a pour objectif redéfinir plus clairement les objectifs militaires, politiques et de développement de la lutte commune contre les groupes djihadistes, selon le président français Emmanuel Macron, qui estime ambiguë l'attitude des présidents burkinabés et maliens au sujet de la présence des soldats français, critiquée par une partie de l'opinion publique de ces deux pays. Des députés du Rassemblement pour le Mali, le parti du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, ont pris part ce vendredi à la manifestation de Bamako, alors que le chef de l'État a répété ces derniers jours qu'il ne fallait pas se tromper d'ennemi. En Afrique du Sud, le président du conseil d'administration de la compagnie d'électricité sud-africaine Eskom a démissionné ce vendredi. Djabou Mabouza a choisi cette option, faute d'avoir tenu sa promesse de faire cesser les délestages qui entravent la croissance du pays. Djabou Mabouza met un terme à son séjour à la tête du conseil d'administration de la compagnie d'électricité sud-africaine. Pour ne pas avoir réussi à tenir sa promesse de faire cesser les délestages qui paralysent le pays, Mabouza a donné sa démission quelques jours après l'arrivée d'un nouveau PDG à la tête de Eskom. En effet, après une trêve de 3 semaines, l'Afrique du Sud a renoué avec les délestages. Le 11 décembre dernier, le président Cyril Ramaphosa avait attribué une partie des coupures d'électricité, les pires qu'ait connu la première puissance industrielle du continent, à des actes de sabotage. Il y a eu, selon lui, des actes de sabotage, du sabotage qui s'est traduit par la perte de 2000 mégawatts, avait déclaré Ramaphosa, qui avait dû rentrer précipitamment d'Égypte à cause de cette crise de l'électricité. Eskom, qui croule sous une dette de 28 milliards d'euros, avait annoncé en juillet une perte nette record de 20,7 milliards de rand, soit 1,3 milliard d'euros pour l'exercice qui s'est achevé en mars. L'essentiel de l'électricité produite par la compagnie provient de centrales à charbon mal conçues, vieilles et mal entretenues. Eskom fait les frais de plusieurs décennies de mauvaise gestion et de corruption présumée. Effondrement d'une partie de la corniche qui surplombe le fleuve Congo à Brazzaville, des résidents locaux sont sous le choc des nombreux dégâts suite à de fortes pluies.
Au Congo-Brazzaville, une partie de la corniche qui surplombe le fleuve Congo s'est effondrée. Le drame s'est produit après de fortes pluies, suscitant une polémique sur la qualité des travaux inaugurés en février 2016. Accotements et trottoirs affaissés, bitume fissuré, lampadaires renversés. Dans ce quartier vitrine de la capitale de la République du Congo, les dégâts étaient visibles sur environ 500 mètres. De nombreux Brazzavillois ont immédiatement remis en cause la qualité des travaux réalisés par la société chinoise China Road et Bridge Corporation. J'étais de passage et je me rends compte que cette voie est coupée en deux. Et c'est décevant quand même. C'est pour dire que les études peut-être n'ont pas été bien menées afin que puisse construire cette voie. Parce que quand on construit une voie, je pense qu'il faut d'abord faire des études bien approfondies. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu un suivi au niveau du gouvernement. Il y a beaucoup d'argent de perdu, 72 milliards, c'était beaucoup quand même. On est venu vérifier ça ici. 4 ans, même pas 3 ans et demi après, à peine. 3 ans et demi, donc on veut des réponses en fait, du gouvernement et de la société qui a construit. Lieu de retrouvailles, de détente, de loisirs et de pratique du sport, c'est pour les habitants tout un symbole du vivre ensemble qui s'effondre. La corniche et le pont avaient été inaugurés en février 2016, juste avant l'élection présidentielle qui avait conduit à la réélection du président Denis Sassou Nguesso. Plusieurs quartiers de Brazzaville sont touchés par les conséquences des pluies qui ont aussi provoqué de spectaculaires ensablements. À l'intérieur du pays, des dizaines de milliers de personnes sont aussi victimes des inondations. Le gouvernement tente d'assister quelques 180 000 sinistrés, habitant essentiellement le long du fleuve Congo et de la rivière Ubangi. Et dans la même veine, 41 personnes ont été tuées par des pluies torrentielles et qui se sont abattues sur une grande partie de l'Angola en moins de 24 heures en début de semaine. C'est ce qu'ont annoncé ce jeudi les autorités de ce pays. Images et sons. Les intempéries ont fait un total de 41 morts selon un bilan provisoire, a déclaré le ministre de l'Intérieur Eugenio Laborino lors d'une conférence de presse à Luanda. Près de 12 000 personnes se retrouvent sinistrées à la suite de ces très fortes précipitations qui se sont abattues entre dimanche soir et lundi en fin d'après-midi sur 12 des 18 provinces du pays. Ces pluies ont provoqué des inondations, la destruction d'infrastructures et de plantations selon le ministère de l'Intérieur. Elles ont notamment détruit 378 maisons et 12 églises, causé de très importants dégâts dans plus de 2000 habitations et endommagé 4 ponts. Elles ont aussi provoqué des coupures de courant et perturbé les moyens de communication. Ici, dans notre zone, ça ne va pas. La pluie s'est abattue fortement. Beaucoup de maisons sont inondées. Nous n'avons plus de moyens de transport. Tout est mauvais. Nous demandons aux autorités de venir voir cette situation. Pourtant, de nombreux représentants y passent, mais tout est vraiment mauvais. Nous ne savons pas comment faire. Ces précipitations interviennent après une année de sécheresse sans précédent dans le sud de l'Angola qui a provoqué la mort de plus de 30 000 têtes de bétail selon les autorités. Quand les sols sont très secs, la terre n'est pas en mesure d'absorber d'importantes quantités d'eau tombée en un laps de temps très court, causant régulièrement des dégâts. L'Afrique australe tout entière connaît sa pire sécheresse depuis 35 ans, selon l'ONU. Au cours des 5 dernières années, la région où les températures augmentent 2 fois plus vite que dans le reste du globe a enregistré une seule année de précipitation normale, selon le Programme alimentaire mondial. Et c'est sur ces images que nous refermons cette édition, que nous vous remercions d'avoir suivi.